Ôtez pas vous, frères et sœurs de la grande communauté de la conscience africaine. Vous êtes sur les antennes de Kemet Télévision, la maison de la pensée originelle, et vous suivez votre émission Sagesse Kamite, le sanctuaire des vérités ancestrales, où les esprits s'élèvent et les consciences se révèlent. Aujourd'hui, nous ouvrons un chapitre crucial de notre réflexion. Le pouvoir, ce mot galvaudé aujourd'hui, mais qui, jadis, incarnait une mission cosmique. Le thème de ce jour, pouvoir spirituel et pouvoir politique, des points qui commandent vraiment. Cette thématique nous invite à revisiter la racine même de la gouvernance africaine, à l'époque où le roi n'était pas un politicien, mais un prêtre du cosmos, un gardien de la Mahat. Car avant que le pouvoir ne devienne synonyme d'ambition, de calcul et d'appétit matériel, il était avant tout un service rendu au divin et à la communauté. Aujourd'hui, hélas, le trône a quitté le temple et la politique coupée de sa matrice spirituelle est devenue un théâtre de rivalité, d'illusion et d'usurpation. Alors que reste-t-il du pouvoir sacré de nos ancêtres? Comment un peuple peut-il retrouver la dignité de sa gouvernance lorsque ses dirigeants ne sont plus choisis par la lumière, mais par la manigance? Et c'est pour en parler justement que je reçois un jeune frère ardent, éclairé et profondément enraciné dans la quête de la renaissance africaine, un chercheur dont la pensée allie rigueur et vision, le frère Vangenja. Avec lui, nous irons au-delà du visible pour comprendre ce que signifie vraiment commander selon la loi du cosmos et pourquoi le pouvoir africain d'hier demeure la clé de la souveraineté africaine de demain. Installez-vous confortablement, madame, monsieur, chers téléspectateurs, car la science sera une fois de plus se dérouler sur ce plateau ce matin. Mais permettez-moi de prendre la bande qui annonce Kemet Reconnexion 2026 et je vous retrouve juste derrière. Ils ont traversé les mers pour répondre à l'appel des ancêtres. En 2024, ils ont foulé la terre-mère. En 2025, ils ont renoué avec la flamme de la connaissance. Et en 2026, la reconnexion s'annonce encore plus grande, plus profonde, plus vibrante. Du 28 février au 10 mars 2026, Kemet Reconnexion revient au Cameroun, le cœur battant de l'Afrique éternelle. Viens recevoir le baptême Kamite, première clé de ton réveil spirituel. Découvre les mystères du Fa, initie-toi à la sagesse du Mbok et laisse l'Afrique réveiller la divinité qui sommeille en toi. L'Afrique t'appelle, le temps du retour est venu. Pour toute participation, Kemet Reconnexion 2026, le rendez-vous du retour sacré. Kemet Télévision éveille la conscience, éclaire la voie et reconnecte les âmes du monde à la source originelle. Retour sur le plateau, nous espérons que nos ancêtres méritants nous accompagneront et nous guideront tout au long de cette autre édition. Alors, frère Vangenja, Otepatoire et bienvenue. C'est la première fois également que je te reçois sur ce plateau et c'est avec beaucoup de plaisir. Otep, frère Nyamsi Yumba, Otep à tes téléspectateurs que je sais très nombreux. C'est la première fois, c'est vrai, pour au moins deux raisons. Déjà, c'est la première fois que je viens effectivement dans votre plateau. Mais c'est également la première fois, la vérité, de dire que je fais un plateau. Alors, quand je suis arrivé ici, j'ai été, je vais dire, stupéfait, surpris agréablement de voir le déploiement, les efforts qui sont faits, le matériel mis à disposition, technique, en termes de ressources humaines. Et je pense que c'est à féliciter. Ça montre que le combat va de l'avant. Le combat va de l'avant et que la renaissance prendra forme. Exactement. Et là où il est là. Je rappelle que tu es chercheur. Oui, je suis chercheur. Dans quelle discipline? Disons que j'ai des domaines qui me fascinent énormément. Tant dans l'aspect du droit
que dans celle des relations internationales et enfin dans la sphère de l'armement. Dans la sphère du droit, parce que on nous a toujours fait savoir, déjà je suis juriste de formation dans un pan de ma vie, on nous a fait savoir que la première constitution du monde aurait été la constitution d'Amérique de 1787 et que celle-ci aurait été suivie donc de la constitution de la France de 1789. Mais on ne nous a jamais dit qu'avant ces constitutions, il existait en 1236, pas en 1300. En 1200. En 1400, en 1236, Donc, au deuxième la siècle par là. charte de Kouroukanfouga, constitution, première constitution du monde. Exactement. On nous a parlé des instruments de droits de l'homme, mais on ne nous a jamais parlé de la charte du Mandé 1222, première déclaration des droits de l'homme à être intervenue. Et donc, on ne nous a jamais dit qu'on avait des tribunaux. On ne nous a jamais dit qu'on avait des tribunaux. On ne nous a jamais dit que dans ces tribunaux, on rendait des jugements écrits motivés. Et donc, on réalise qu'il y a un apport crucial, fondamental qu'a fait l'Afrique dans le domaine des sciences juridiques. Exactement. En réalité, il me semble que, en dehors des domaines des sciences juridiques les plus récentes, mais les domaines les plus fondamentaux tirent toutes leurs sources en Afrique, que ce soit le droit constitutionnel, le droit pénal, le droit civil, les procédures, toutes ces sources viennent de l'Afrique. De l'Afrique. Alors là, nous sommes dans le droit. Jetons un coup d'œil au niveau de l'armement. Moi, il me semble personnellement que à chaque fois que l'Afrique est tombée, entre autres raisons, c'est également parce qu'au niveau de l'armement, nous étions défaillants. Et ça peut se comprendre. L'Afrique n'a pas une culture conquérante. C'est vrai, nous avons été les premiers à découvrir la poudre à canon, mais jamais ne l'avons-nous utilisée pour faire des armes à but de destruction massive. Exactement. C'était pour, n'est-ce pas, l'événementiel, pour animer la population, animer la communauté. Jamais on a utilisé pour faire des armes. Nous n'avions donc pas d'armes et pour ce fait, nous avons été vaincus par les Perses, les Hyksos et plus tard par les autres colons, leurs descendants. Les Romains, les Grecs et autres. Les Allemands, les Français, tout, même lors des luttes de libération au terme de la colonisation, c'était le cas. Alors le moment est venu pour nous de nous pencher sur la question de l'armement. Parce qu'il y a des défis qui nous attendent à l'avenir. Et on ne peut plus se permettre de rester des pacifiques, des éternels pacifiques. L'Africain, ce n'est pas celui qu'on gifle à la joue gauche et il monte la joue droite pour qu'on le gifle. L'Africain, c'est celui quand on gifle à la joue gauche, il rend sévèrement à la joue droite. C'est le moment de se pencher également sur la question de l'armement, de revisiter un peu l'armement dit mystique, également de voir ce qu'on peut y trouver, de voir comment l'améliorer afin de pouvoir être capable de rivaliser avec l'armement de l'Occident et pourquoi pas surpasser. Ça, c'est un domaine de recherche que j'essaie. Beaucoup diront qu'on ne peut pas fabriquer des armes justement pour animer la communauté. Peut-être certainement c'était pour faire des guerres ou des guerres préventives par exemple. Non, la poudre à canon c'était pour faire des feux d'artifice. Lorsqu'il y avait des fêtes, lorsqu'il y avait des cérémonies, lorsqu'il y avait des... du moins en Égypte antique, c'était pas pour faire des guerres, on n'a pas fait des bombes avec. C'est l'Occident qui, ayant découvert cela, s'est cru tout permise pour faire des armes de destruction. Il a commencé à utiliser à l'encontre de son semblable. Exactement, à l'encontre de son semblable. Donc contre la civilisation. D'accord. Voilà. Donc voilà. L'autre domaine? C'est un pan de savoir, l'organisation politique également, parce que nous avons eu des organisations politiques dignes de ce nom. Et je pense que dans les jours à venir, nous allons pouvoir en parler, notamment avec le rôle de la femme. Exactement. Et voilà, nous allons pouvoir revisiter. Donc, ce sont les domaines qui m'ont particulièrement fasciné. Voilà. D'accord. Une fois de plus, frère, c'est un plaisir de te recevoir sur le plateau. Et également, merci pour tous ces compliments. C'est vrai que jusqu'ici, c'est pas du tout évident. Nous fonctionnons dans les conditions précaires, mais nous tenons.
Et il y a beaucoup de frères et de sœurs, n'est-ce pas, qui comprennent l'importance du combat que nous menons et puis ils nous apportent une certaine contribution, tant morale, psychologique, matérielle et même financière. Donc, de fil à aiguille, Kemet Télévision est en train de se construire et j'espère que vivement les Africains d'ici et d'ailleurs comprendront plus tard le message qui est diffusé, n'est-ce pas, celui du combat noble qui est le nôtre. Le combat pour la renaissance africaine. C'est également ça le communautarisme. Exactement. Négo-africain. Qui nous est cher. Ensemble. On évolue ensemble. Et bien, lorsqu'il y a des difficultés qui sont ressenties par des frères, on les soutient et on avance ensemble. Ensemble. Le système économique négo-africain est basé sur le communautarisme. C'est tout le monde qui avance ensemble. Il n'y a pas besoin que certains évoluent et que les autres restent en arrière. Exactement. Alors frère, entrons dans le vif du sujet de cette émission avec la première question. Dans la conception kamite originelle, que recouvre réellement le mot pouvoir? Était-ce une domination sur les hommes ou une maîtrise des forces vitales invisibles en harmonie avec la Mahat, qui est le principe de l'ordre, justice, vérité et tout ce que nous savons? Alors c'est une question très fondamentale. Très fondamentale. Et je pense que pour l'aborder, il faudrait peut-être que l'on sache déjà d'où vient le pouvoir. C'est le pouvoir qui va nous permettre, la source du pouvoir qui va nous permettre de savoir si son but c'est la domination de la communauté, la domination du peuple. Alors, le pouvoir vient déjà des hommes, mais tant sur le plan physique que non physique. D'accord. Tant sur le plan visible que invisible. Alors, sur le plan visible, effectivement, c'est l'ensemble de la population qui est autour de nous et qui nous accorde dans ce pouvoir, comme nous allons le voir. Et sur le plan invisible, c'est les morts, comme les Douala disent, les bidimos. Donc on dit bidim, les morts. Mais ensuite, les ancêtres. C'est une distinction entre les morts et les ancêtres. Non, les morts ne sont pas toujours les ancêtres. Non, ne sont pas les ancêtres. L'ancestralité est un statut. Et pour accéder à ce statut, il faut avoir rempli un certain nombre de conditions. Exactement. Des conditionnalités remplies. C'est très important de le dire parce que selon l'étymologie même du terme ancestral, on dit que c'est un ancien être. Bon, c'est une langue qui le dit. Voilà. C'est une langue qui le dit. Effectivement, l'étymologie antécédée, l'ancien être. Mais il ne suffit pas seulement d'être un ancien être. Là, c'est une conception particulière. Mais dans la conception négo-africaine, la culture négo-africaine, lorsque on parle des Basogol Sogo, les Babok, les Mbambambe, les Mbamba de l'ancêtre, c'est des personnes en qui on a confiance parce qu'ils ont atteint un statut, ils ont été élevés à un niveau, à un grade. Parce que, ayant donc rempli un certain nombre de conditions, déjà il faut avoir vécu une longue vie. Vous comprenez que si un jeune comme moi ou un cadet décède, ce sera difficile. Effectivement, effectivement. Avoir vécu une longue vie. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques conditions avant que tu ne poursuives? Bien sûr. De première condition, il faut avoir vécu une longue vie. L'enfant de 12 ans, de 9 ans, ne peut pas être un ancêtre. On ne peut pas l'appeler pour solutionner des problèmes parce que même de son vivant, à 9 ans, à 12 ans, il ne pouvait pas solutionner. Une certaine expérience. Exactement. Il faut avoir vécu une longue vie. Il faut être, même quand on est mort, mort d'une bonne mort. Très important. Les morts tragiques, les morts de sang, accident, pendaison, noyade, incendie. Les morts tragiques, ce sont les morts qui empêchent de rejoindre le séjour des ancêtres, qui empêchent d'arriver, d'atteindre la qualité, la stature, la grandeur d'ancêtres. Parce qu'effectivement, l'organisation voudrait que il va de soi que les êtres naissent, grandissent et meurent de mort naturelle. Mais les morts tragiques brisent ce cycle-là. Alors, une mort de sang qui crée de la frayeur, lorsque vous voyez le corps et tout, ça crée de la frayeur. Ce n'est pas une mort qui permet le mort lui-même d'accéder au statut des ancêtres. Alors, il faut être mort d'une bonne mort. C'est d'ailleurs pour cela que lorsqu'il y a une mort tragique, il y a des rites qu'il faut faire. Exactement. Parce que la mort tragique entraîne des conséquences. Il y a donc des rites, il faut nettoyer. Il faut nettoyer, purifier lui-même le mort. Il faut nettoyer, il faut purifier sa descendance.
Parce que la mort tragique crée un cycle de recommencement. Il faut donc briser afin que cela n'arrive plus dans le sang, dans sa descendance, dans ses proches. Voilà. Il faut donc être mort d'une bonne mort. Il faut avoir enfanté. Mais nous sommes les gènes du divin. Alors, si la mission du divin a été de créer, alors notre mission à nous, c'est de procréer, c'est de continuer l'œuvre de la création. Pour perpétuer l'espèce. Il faut perpétuer l'espèce. Il faut donc avoir des enfants. Mais il ne suffit pas d'avoir des enfants. Si on fait l'enfant, après on fuit. Quand madame vient là, que ouais, je suis déjà enceinte, on fuit, on dit que ce n'est pas nous. Alors là, on peut pas dans un cadre bien précis. Il faut donc avoir eu des enfants. Mais il faut s'occuper des enfants. Il faut s'occuper de ces enfants. Et il faut aller au-delà des enfants. Il faut s'occuper de la communauté. C'est parce qu'on s'est occupé de la communauté étant vivant qu'on peut donc, étant mort, continuer à être appelé pour continuer à aider cette communauté. Justement. Parce que la mort n'est pas une fin. La mort n'est pas une cessation, c'est la continuité de la vie sous d'autres formes. Alors lorsque sous la forme physique, on a aidé la communauté, il n'est que normal que, de l'autre côté, on continue à aider cette communauté vu qu'il y a survivance de la conscience. On sait qu'on a laissé des défis. Alors lorsque les nôtres nous appellent, on vient agir. Voilà. Donc voilà un certain nombre de conditions à remplir. Alors le pouvoir vient donc de ces ancêtres-là, qui sont là pour veiller à ce que la communauté aille de l'avant, qui sont là pour protéger la communauté. Le pouvoir vient des ancêtres. Le pouvoir vient des divinités. Le pouvoir vient du divin. Parce que le négro africain est un homme qui se relie toujours au divin. Et donc par, n'est-ce pas, ses manifestations, les divinités. Le pouvoir vient de cela. Et sur le plan pratique, donc, je ne termine pas là. Le pouvoir vient des hommes qui nous remettent ce pouvoir. Alors, comme le pouvoir vient des hommes tant physiques que non physiques, il ne peut pas être utilisé pour les dominer. À chaque fois qu'on utilise le pouvoir pour dominer les hommes qui nous ont donné ce pouvoir, on tombe. C'est ça la vérité. On ne peut pas vous avoir remis le faisceau de pouvoir. Déjà appelle vulgairement Djanjo. Moi, je préfère emprunter un peu mon Bopingimbos, le faisceau de pouvoir. Et vous vous rappelez, il nous faisait encore part dans un média frère au vôtre, que le faisceau de pouvoir est constitué de brindilles que tout le monde dans la communauté prend la brindille pour la charger, pour insuffler, mettre à l'intérieur les aptitudes, les compétences qui vont vous permettre de porter à bien votre mission. On rassemble donc tous ces brindilles, on forme un faisceau de pouvoir, le Djanjo. On vous le remet comme symbole de pouvoir. Vous ne pouvez donc pas plus tard utiliser ce pouvoir pour encore dominer. contre eux, exactement. Alors ce pouvoir peut plutôt être utilisé pour protéger la communauté, pour accompagner la communauté, pour permettre que la communauté grandisse, pour qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, vous soyez là pour la protéger, pour évoluer avec elle. Voilà en réalité la conception du pouvoir. En harmonie donc, comme le pouvoir vient du divin, des divinités, des ancêtres, et consorts, en harmonie avec les règles cosmiques que celles-ci ont mis en œuvre, mais également comme le pouvoir vient des hommes, en harmonie également avec les règles communautaires qui ont été établies, les lois et règlements. Voilà en ce que le pouvoir vient. Tu fais bien de le dire, frère, je te relance justement à travers la deuxième question. Nos ancêtres, justement, faisaient-ils une distinction entre le pouvoir spirituel et le pouvoir politique? Et sinon, pourquoi cette unité était-elle indispensable à l'équilibre des royaumes et des peuples? Ok, déjà, le pouvoir politique, c'est déjà déjà, il y a politique. C'est l'administration de la cité, c'est l'administration de l'État, c'est l'administration de la communauté. Il faut donc avoir ce pouvoir pour administrer la communauté. Mais le pouvoir spirituel, politique, il y a un côté, un pouvoir visible et un pouvoir non visible. Mais nous ne faisons pas la distinction en Afrique d'un pouvoir politique et d'un pouvoir spirituel. Les deux participent d'un seul et même modèle. C'est l'Occident qui, au travers de son histoire, a fait une dichotomie, a fait une division, une Shuma division. On a donc l'État et le pouvoir politique d'une part, on a la religion d'autre part, avec le pouvoir spirituel d'autre part. Mais
En Afrique, les deux participent d'un seul et même modèle et dès la base. Dès la base, pourquoi? Parce que dès la formation de celui qui va être chef d'État, chef de communauté, pour ne pas dire roi, président donc de la République donnée, parce que le chef de la communauté, le chef d'État chez nous a une formation. Il ne suffit pas d'aller aux élections, de remporter un matin et puis tu es président. Il y a une formation. Elle peut être princière, c'est-à-dire que dès la plus tendre enfance, on vous prépare à être, n'est-ce pas, le chef d'un État bien donné, le chef d'une communauté bien donnée. Je dis chef d'État parce que nos organisations communautaires étaient des États. Et étant donné qu'elles avaient, n'est-ce pas, un territoire bien donné, une population connue, un gouvernement, n'est-ce pas, qui jouissait de souveraineté, c'était des États. Donc, ces chefs d'État-là, qu'on appelle aujourd'hui les chefs traditionnels, ces chefs d'État étaient donc formés. Je disais donc que lorsque ceux-ci n'avaient pas une formation princière, lorsqu'ils n'étaient donc pas formés, dès le bas âge, vous voyez, dès la naissance, on te prépare à être chef d'État. Lorsqu'ils n'avaient pas cette formation princière, ils avaient au moins ce qu'on peut appeler aujourd'hui un stage bloqué, où on les envoie en formation dans une zone reculée. Qui était une initiation. Initiation. Et nous allons le voir, j'espère prochainement, pour voir que le système éducatif chez les négros africains, en réalité, c'est l'initiation. Exactement. L'initiation, c'est le système éducatif. Donc, ils ont une initiation, une éducation, où on les transmet dans des savoirs qui vont les permettre de diriger la communauté. Alors, dans cette formation, dans cette éducation, dans cette initiation, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve tant des aptitudes qui peuvent le permettre à gérer le pouvoir politique que les aptitudes qui peuvent le permettre à gérer le pouvoir spirituel, parce que comme nous l'avons dit, les deux participent d'un seul et même modèle. Donc on le forme pour les deux qui sont en réalité une seule et même réalité. Alors, on va le former dans la prêtrise, parce que le chef d'État chez nous est avant tout un prêtre. Il est la figure de l'État. Il doit indiquer les mœurs à suivre. Mais c'est la religion qui structure les mœurs. Alors il doit être le premier prêtre. Il doit être celui-là qui est en réalité la courroie de transmission entre la communauté et le divin. Entre la communauté et la divinité. Entre la divinité, les différents démembrements, les divinités, les ancêtres, c'est lui qui est la courroie de transmission. Il doit être le prêtre. C'est vrai, il peut y avoir d'autres prêtres qui sont formés à ce titre. Mais il est le premier prêtre. Il est celui-là qui relie la communauté avec la divinité, avec les divinités, avec les ancêtres, avec les morts, avec les totems, avec tout ce qui existe dans le monde spirituel. C'est lui le premier. Alors on le forme à cela. Qu'est-ce que l'on fait lorsqu'il arrive? Est-ce qu'il faut jeûner? Est-ce qu'il faut, il faut se purifier? Est-ce qu'il faut faire ci? Est-ce qu'il faut faire ça? Il est formé à cela. Lorsqu'on va faire des rites, qu'est-ce qu'on utilise? Quand il faut parler, qu'est-ce qu'on commence à dire quand on veut s'adresser aux ancêtres, quand on veut s'adresser aux divinités, quand on veut s'adresser aux divins? Où est-ce qu'on va? Il faut qu'ils connaissent les lieux sacrés. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, tel totem dans la communauté, comment est-ce qu'on le nourrit? Comment est-ce qu'on entretient la relation avec? Il est formé à tout cela. Dans les rites, qu'est-ce qu'on utilise dans le domaine des offrandes? Tu as ajusté ton micro, tu peux continuer de parler. Alors, comme je bouge beaucoup, c'est pas grave, je allons-y. vais demander les plus sincères excuses auprès de C'est pas grave. spectateurs. Alors, il est formé à tout cela. S'il doit être un prêtre, il est formé. Ce n'est pas quelqu'un qui, la vie n'a pas marché, n'a pas pu avoir un meilleur emploi et puis il est devenu pasteur. On n'est pas ça, dans ça là. Là, c'est qu'on est formé pour le faire. Allez, dès son plus bas âge ou alors dans la réclusion, comme on va le voir tout à l'heure. Alors ça, c'est sa formation à la prêtrise, donc au pouvoir spirituel. Mais il a une formation à la gestion politique de l'État. Déjà, il doit savoir, il doit connaître les contours de son État. Quelles sont les limites de son État? Les réalités. Que ce soit du nord, que ce soit à l'ouest, à l'est, au sud. Quelles sont les frontières? Quelle est la relation que l'État, prenez l'État, comme je vous ai dit, nos organisations, c'était des États. Donc, vous imaginez dans le village, les groupements, les cantons, voilà. Les clans et autres. Les clans et autres. Voilà. Alors, il doit connaître la relation entre son État et les États frontaliers. Il doit connaître la relation. Il doit savoir comment administrer sa communauté. Comment veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème. Et lorsqu'il y a des problèmes qui surgissent, comment les solutionner, comment les régler. Comment, lorsqu'il y a des différends, comment tout ça, il doit avoir cette formation.
Parce qu'il va se charger de cette communauté. Alors il doit savoir comment se charger de celle-ci. Lorsqu'il y a des différends, lorsqu'il y a des difficultés, comment l'amener vers l'avant. Même les relations avec d'autres États, il doit savoir l'historique. Est-ce que la communauté a des problèmes avec d'autres communautés? Il doit savoir comment gérer ceci. On le forme à tout cela. Alors, cette formation, chez les peuples de l'Ouest, par exemple, je vous vois en Zundop, ça se passe dans un endroit bien connu, qu'on appelle le lac Ben. Le lac Cam. Voilà, l'ACAM en français, bon, les safaris, c'était un peu dit lac Ben. Alors, pendant une période bien donnée, au moins 9 semaines, et vous savez, les semaines chez nous, j'espère qu'on aura l'opportunité un jour de faire une émission là-dessus, voilà. Exactement. La semaine est constituée de 8 jours, voilà, donc 8 jours quand même fois 9 semaines, où il est formé. Et sa formation est assurée par des personnes dignes de ce nom. On peut faire venir d'autres chefs d'État, c'est-à-dire d'autres chefs traditionnels, d'autres rois, pour qu'ils viennent assister à la formation de ce roi-ci. Il peut être assisté de d'autres hauts prêtres qui viennent le former dans la gestion de certains rites, la gestion de certaines catastrophes. Lorsqu'il y a une mort tragique dans la communauté, comment est-ce qu'on fait le rite? Comme nous avons dit, le chef doit être le premier prêtre. On le forme à tout cela. Et à bien d'autres choses que j'espère qu'on pourrait voir au fil de l'émission. Et tout ceci participe donc du pouvoir spirituel, du pouvoir politique qui en fait ne participe que d'un seul modèle. C'est pour ça que dans sa formation, on le forme aux deux, parce que les deux sont une seule et même réalité. D'accord, frère. Est-ce que dans le contexte politique africain aujourd'hui, nous avons des leaders qui remplissent ces conditions-là? Quand on prend le pouvoir, par exemple, par un coup d'État, est-ce qu'on a eu le temps de se former pour être à la tête d'une nation et pouvoir maîtriser toutes les énergies que constitue cette nation-là? Aujourd'hui, malheureusement, je ne connais pas un seul chef d'État qui a reçu cette formation. C'est dommage. Et c'est pour ça que je vous disais à l'entame de l'émission que ce sont les domaines dans lesquels je cherche, parce que le système juridique, oui, mais le système politique, parce que là nous sommes essentiellement dans l'organisation politique. Bon, ça peut être régi par une réglementation, bien évidemment. Alors, il faudrait que, lorsque les kamites que nous sommes vont mettre sur pied, n'est-ce pas, l'État, je n'ai pas envie de dire l'État révolutionnaire, mais lorsque les kamites vont prendre les choses en main, il faudrait effectivement qu'on puisse mettre cela à jour, qu'on puisse faire savoir que le chef d'État doit d'abord avoir une formation. Exactement. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudrait pas passer par les élections. C'est parce que je suis en train de dire. Si nous pensons que c'est le chemin à suivre. Tant mieux. Mais le chef qui va donc être élu doit d'abord avoir une formation. Il doit être formé à tout cela, à être d'abord le haut prêtre. Parce que lorsque vous êtes haut prêtre, n'est-ce pas? Je pense que, bon, on va peut-être le voir tout à l'heure. Lorsque vous êtes haut prêtre, et vous avez un certain nombre d'engagements vis-à-vis des ancêtres, mais alors là, vous faites attention à votre façon de gérer la communauté. Parce que vous savez qu'à tout moment, vous pouvez être frappé et vous pouvez tomber. Alors là, il faut donc avoir cette formation. Ça doit être indispensable. Et je vais en profiter pour le dire, c'est ce qui me fait un peu mal lorsque je vois que dans bon nombre de pays aujourd'hui, nous sommes en période électorale, soit pré-électorale, post-électorale, mais les kamites sont très souvent absents. Et je me dis, si les kamites sont absents, qui sont ceux-là donc qui vont mettre cette culture africaine au centre de la chose publique? Exactement. Parce que ceux qui vont donc aux élections aujourd'hui, ceux qui militent donc dans les partis politiques aujourd'hui, ne sont pas les kamites. Alors ils ne vont jamais avoir pour vision, pour programme politique, pour vision politique, mettre la culture africaine au centre. Déjà, ils sont dans les loges, pour certains d'entre eux, je n'accuse personne. Ils n'auront donc pas pour objectif premier de mettre la culture africaine au centre. Alors que voici la culture africaine. Nous voyons l'épaisseur, la danseur de la culture africaine. Ils ne vont pas la mettre au centre. Les kamites doivent s'imprégner de la chose politique. S'éloignent toujours de la chose politique. Souvent à tort, souvent à raison. À raison dans ce sens qu'ils vont vous dire, bon, écoute, la politique, c'est les gens la ruse, vraiment, c'est des menteurs, c'est des soucis. Ok. Mais si eux, ce sont des menteurs, on n'a pas besoin nous aussi d'être des menteurs. Allons et montrons qu'on peut la faire différemment. Parce qu'en réalité, la politique est son origine d'Afrique. Si
et seulement si nous acceptons que la politique, c'est l'organisation de la cité. Mais la cité, l'État, elle est en Afrique. C'est chez Anta Diop qui disait que le tout premier État à avoir existé, c'est Kostoul, au Soudan, 3600 ans avant Jésus. Et puis après, il y a eu Ménès, de Atameri. Voilà, nous sommes les premiers à avoir organisé un État avec des institutions, avec un chef d'État, le Nessout qu'on appelle aujourd'hui Pharaon. Même le terme État vient d'une femme africaine. On aura l'occasion de le voir quand on va aborder la thématique sur le rôle de la femme. Si c'est donc nous qui sommes à l'origine, pourquoi nous éloigner de la politique? Et tous les ancêtres auxquels nous nous lions aujourd'hui, auxquels nous nous consacrons aujourd'hui, la plupart étaient des hommes politiques, que ce soit des hommes ou les femmes. Il y a Asantewa, femme politique. Asantewa. Zinga, femme politique. Madi Kizela, femme politique. Mandela, femme politique. Toutes. Les hommes, Sankara, homme politique. Il a d'ailleurs fait une révolution qui jusqu'à aujourd'hui, je n'étais même pas encore né, je parle de lui, homme politique. Lumumba, homme politique. Malcolm X, homme politique. Marcus Garvey avait des visées politiques, il voulait créer les États-Unis, homme politique. Kwame Nkrumah, homme politique. Ils étaient des hommes politiques dans des circonstances qui étaient extrêmement difficiles. Imaginez un peu la période de la colonisation. Tout le monde devait se taire. On ne devait pas prendre la parole. Lorsque vous preniez la parole, eh bien, on faisait tout pour vous mettre hors d'état de nuire. Vous savez comment Lumumba est parti. Il a d'abord été fusillé, enterré par la suite. Et comme si ça ne suffisait pas, après on a dépouillé le corps, on l'a mis dans de l'acide pour dissoudre complètement son corps. Voilà dans les conditions où eux, ils n'ont pas eu peur de faire la politique. Ils sont allés jusqu'au bout. Certains sont passés par des voies électorales, d'autres par d'autres voies, mais ils n'ont pas eu peur. Alors qui sommes-nous aujourd'hui pour avoir peur de faire la politique? Et si nous ne faisons pas ça, qui sont ceux qui vont se battre pour la renaissance africaine? Au cœur de la renaissance africaine, c'est les motifs de Kemet TV. Qui va donc se battre pour faire la renaissance africaine si nous nous mettons à l'écart? Exactement. La renaissance africaine va-t-elle tomber du ciel des ancêtres? C'est nous qui devons la porter. C'est un constat important que tu fais, frère. Les Kamites doivent s'imprégner de la chose politique parce que au Cameroun, par exemple, que ce soit les troubles pré- et même post-électoraux, nous n'avons pas vu le discours des Kamites, partisans ou pas, mais apporter quand même une certaine analyse de la situation politique qui prévaut au Cameroun. Et comme tu le dis si bien, si nous ne nous imprégnons pas de la chose politique, personne ne viendra le faire à notre place. Frère, avant la colonisation... Je vais juste donner un tout petit mot. D'accord. Je pense très sincèrement que les Kamites doivent s'organiser pour les échéances, peut-être pas les plus immédiates, mais peut-être un peu plus lointaines. Il faut pouvoir s'organiser et se dire, ok, dans les années 40, dans les années 50, il y aura les élections. Préparons-nous dès maintenant à présent pour y aller. Exactement. Dans tous les différents pays. Il n'est pas exclu qu'il puisse avoir une organisation, n'est-ce pas, africaine, disons, transversale au plan des pays, n'est-ce pas, avec les frères d'outre-mer, qui aurait pour effet d'établir les bases, les principes à respecter, et de laquelle l'association doit découler des partis politiques qui doivent naître dans tous les États partis avec une vision de prendre le pouvoir dans les différents États, à l'effet plus tard, n'est-ce pas, de fusionner les États pour finalement réaliser le rêve de nos pères fondateurs. Voilà il faut avoir une pensée qui nous porte vers cela, c'est important. Voilà qui est bien dit, frère. Alors, avant la colonisation, sur quelle base spirituelle et cosmique choisissait-on un roi, un chef ou un gardien de pouvoir? Était-ce une lignée de sang, un signe du destin ou une reconnaissance initiatique des prêtres et des voyants? Ça soulève une autre problématique. Les critères du choix, n'est-ce pas, du chef ou alors du gardien du pouvoir ou même du roi à l'époque antique. Ok, merci pour cette question. Pour moi, elle revêt au moins deux volets. C'est vrai, les critères de choix, mais également, qui sont ceux qui font le choix? Parce que c'est ceux qui font le choix qui maîtrisent le mieux. Permets-moi une fois de plus d'ajuster le micro. Ma gestuelle, vraiment. Voilà. Alors, c'est ceux qui font le choix qui
établissent les critères. Parce que ce qu'il faut également dire, c'est que les critères ne sont pas uniques dans toute l'Afrique. Les critères varient donc de ce fait de communauté en communauté. Alors, qui sont donc ceux qui choisissent le roi? Qui sont ceux qui choisissent le chef? Qui sont ceux qui choisissent le gardien de la tradition? C'est peut-être la question à se poser. Est-ce le peuple? Est-ce les ancêtres? Le peuple, comme les démocraties modernes nous l'imposent. Voilà. Alors, disons que le peuple, effectivement, choisit le chef traditionnel par voie d'élection, mais pas directement. Ils font élire le chef à travers des grands électeurs. Voilà, des grands électeurs qui sont constitués, n'est-ce pas, de ce qu'on peut dire aujourd'hui en français, les notables. Bon, chez les Bankoun, on parle de Mitina Mimbok. Les Mitina Mimbok, ce sont les faiseurs de rois. C'est eux qui vont même d'ailleurs initier le roi. Tout à l'heure, nous avons dit dans le lac, chez les Bankoun. Et si je m'inspire du village Bounamakao, on parle d'une Daouko. C'est le lieu où on forme dans le roi. Donc, c'est eux qui, comme ils ont la mission de former le roi, c'est eux qui vont le choisir. Voilà, les Mitina Mimbok. Je pense que dans certaines communautés de l'Ouest, on parle d'une canve, la caste des neufs. C'est eux qui vont donc aller faire le roi. Donc eux, ils choisissent, passent par élection, ils voient parmi les enfants du roi et font donc élire, n'est-ce pas, le roi. Donc, les caves, la caste, vraiment les grands électeurs peuvent donc élire le roi. Nous disons grands électeurs, pourquoi? Parce qu'ils viennent des grandes familles. Nous disons des grands électeurs, non pas seulement parce qu'ils viennent des grandes familles, mais parce que ce n'est pas le chef présent qui choisit ses notables. Attention, ce n'est pas le chef qui nomme les notables. Ce sont les familles qui, au sein de leur famille, en toute indépendance, sans pression et influence aucune, qui choisissent donc celui qui va être le chef de famille et ils vont donc envoyer ce dernier représenter leur famille chez le chef. D'accord, exactement. C'est ce qui se passe. On ne nomme pas le chef de famille. On ne nomme pas le chef de famille. C'est la famille qui choisit son chef et envoie. Donc les grandes familles choisissent donc leur chef, ils envoient. Vous comprenez donc que ce sont les grandes familles qui peuvent dire à leur chef, nous on veut tel comme chef du village, nous on veut tel comme gardien de la tradition. C'est pour ça que ce sont les grands électeurs. Donc c'est eux donc qui vont élire le roi. Alors, il y a donc ce mécanisme par voie d'élection. L'élection qui se fait donc par les grands électeurs, mais l'élection qui peut également se faire par les ancêtres. Parce que dans certaines communautés, on consulte. Là, on convoque la dimension spirituelle. On convoque la dimension spirituelle. Parce que les hommes sont faillibles. On peut mentir aux hommes. On peut les mentir. Souvent, ce que les hommes vont élire eux-mêmes au niveau des élections, ce n'est pas toujours les meilleurs. Ce n'est pas toujours les meilleurs. Alors que les ancêtres, ils lisent l'être humain. Au-delà des paroles et des actes, ils lisent la personne. Et ils sont mieux positionnés, ils ont de meilleures aptitudes que nous pour savoir si celui qu'on veut placer à la tête de l'État, à la tête du village, à la tête de communauté peut tenir la mission ou pas. Parce qu'ils lisent la personne. Alors, et comme ils peuvent lire la personne, eh bien, on a donc des initiés qui vont donc faire les rites qu'il convient, avoir d'un gambier consort, pour voir celui que les ancêtres choisissent. Donc, les ancêtres peuvent également choisir le chef. D'accord. Donc là, ce sont les deux voies électorales. Nous avons également dans la voie de nomination, où on nomme le chef. Mais celui qui le nomme, c'est le chef qui est vivant, qui va nommer son successeur, qui va désigner son successeur et faire savoir que si jamais je pars, voilà celui qui doit prendre ma succession. Cela peut se faire durant sa vie, son vécu, comme nous avons pu le voir chez les Bafo, dans le sud-ouest, où le king Mukete a, de son vivant, nommé et installé son fils Ekoko Mukete à la tête, n'est-ce pas, du royaume. Qui a le pouvoir avant le décès même avant même le décès de son père. Donc ça, c'est ce qui se fait également. Il y a quelques exemples comme celui-là. Mais on peut également voir que lorsque il ne fait pas de son vivant, il nomme quand même de son vivant. Et cela peut se faire par voie d'écrit, où il laisse un écrit, pour dire qu'à son départ, voilà la personne qui va être chef à son départ. Mais il peut également, dans le dit, transmettre cette information par voie orale, n'est-ce pas, au faiseur de roi. Donc voilà les différents mécanismes. Et comme ce sont donc ces personnes qui nomment le chef, ce sont ces personnes qui maîtrisent les critères. Et les critères, donc, varient et nous ramènent à la question du pouvoir.
le pouvoir qui a dans son sein à la fois des contenus spirituels et politiques. Parce qu'on doit voir la personne qui peut à même maîtriser et mener à bien ces deux missions-là. Celui qui peut en même temps mener la mission politique et celui qui peut en même temps mener la mission spirituelle. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans la communauté, c'est le chef qu'on appelle. On n'arrive pas à avoir les emplois, on appelle le chef. Une femme n'arrive pas à accoucher, on appelle le chef. Les poissons ne sortent plus dans l'eau, on ne peut pas nourrir la communauté, on appelle le chef. Le chef doit être à même. Alors tous ces gens-là regardent comme critère celui qui est le plus à même de gérer ces différents problèmes, ces différentes difficultés et mener le peuple vers de meilleurs avenirs. Donc, voilà en réalité, en grosso modo, le critère qui peut être subséquenté en plusieurs lignes, mais c'est le grand élément qu'on retrouve. Alors, celui qui peut à mieux mener la mission de la communauté. Alors frère, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'injustice entre les systèmes monarchiques, contrairement au système dit démocratique, où le peuple choisit un candidat lambda qui a une offre, n'est-ce pas, qu'il donne à la population? Parce que beaucoup disent que pourquoi est-ce que dans les systèmes monarchiques, pourquoi la royauté est essentiellement dans le cadre d'une seule et même famille. C'est-à-dire quand le père meurt, il nomme son successeur. Quand le chef meurt, il nomme son successeur. Quand son successeur meurt, il nomme un autre successeur. Toujours de la lignée, de cette lignée. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'injustice? En fait, c'est une question que beaucoup ont posée. Et puis je ramène ça sur la table, toi qui es un spécialiste de ces questions-là. Ce qui intéresse en réalité la population au fond, ce n'est pas toujours qui est à la tête de l'État, mais c'est surtout le bien-être. D'accord, très bien. On recherche la paix sociale, le développement et enfin de tout, le bien-être. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes en Chine par exemple, où il y a un président à vie, parce que si Xi Jinping est président à vie, il n'y aura pas les élections en Chine dans 2 ans ou dans 5 ans. Il est président à vie. Personne ne se pose la question de savoir pourquoi c'est la monarchie, pourquoi on ne peut pas aller aux élections et voter. Il est président à vie. Ce qui intéresse, c'est le bien-être. Et alors, comme il y a le bien-être, comme il y a la paix sociale, comme il y a le développement, et on le voit chaque jour avec de nouvelles réalisations, de nouvelles inventions au niveau technologique, dans tous les domaines, pharmacie, médical, militaire, le peuple est content, est fier de sa gestion. Alors ici, le peuple ne se pose pas de questions. Je ne pense pas qu'on a déjà vu en Chine dans les années récentes, les gens marcher, disent qu'on veut plus le président Xi Jinping. Mais il est président à vie. La Russie, c'est pareil, hein, le président russe est là depuis des années. Mais on voit les réalisations. Même au niveau militaire, ils viennent de réaliser un nouveau missile dit inarrêtable qui peut être lancé à partir de n'importe où et atteindre n'importe quelle limite de la surface de la Terre. Vous pouvez imaginer. Alors le peuple est reconnaissant vis-à-vis de cela. Le peuple a la protection, le peuple a le bien-être, le peuple a le développement, le peuple a la paix sociale. C'est ce que l'on recherche. C'est ce que l'on recherche en Corée du Nord. Permets-moi quand même de te couper frère pour te relancer. Lorsque tu dis par exemple que le président chinois est président à vie, lorsque nous savons également que quand on parle de république, la république renvoie à démocratie. Et la démocratie également, il s'agit du peuple, n'est-ce pas, qui vote son dirigeant pour 1 ou 2 mandats bien précis et puis il laisse la place à l'autre. Lorsque tu dis que le président chinois est président à vie, sachant que la Chine est une république, comment est-ce que les mendiants de la démocratie vont comprendre ça? Et c'est pas seulement la Chine, justement, tu l'as bien fait de le préciser. Il y a beaucoup d'autres pays dans le monde qui sont des républiques et dont on a l'impression que les présidents sont présidents à vie. Ok, j'aime bien cette question. Lorsque nous étions un peu plus jeunes, on n'a pas manqué de nous dire que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. C'est comme ça que on le définissait. Mais je continue toujours à penser que, comme c'est le gouvernement du peuple, la priorité revient à ce que le peuple veut. Et le peuple recherche le bien-être.
Le bien-être se manifeste par la paix sociale et le développement. Alors, la question que l'on peut se poser est celle de savoir. On peut se la poser nous tous. Si on choisit un pays où il y a des élections après chaque 3, 4, 5 ans, si vous voulez 7, où il n'y a pas de route, où il n'y a pas de développement, où il n'y a pas d'infrastructure, où on peut trouver du travail, on doit même souvent fuir pour aller ailleurs. Suivez mon regard. Moi, je ne fais pas d'allusion. Justement. Mais vraiment, un pays où il y a des élections, où il y a de la démocratie, où souvent même le gagnant est connu d'avance, est-ce qu'on choisit ce pays-là? Il y a même des pays, en France, il y a les élections, mais on voit que leur richesse s'appuie sur l'Afrique. Mais on voit également que plus l'Afrique se lève, plus ils sont en train de tomber. Vous voyez ce qui se passe là depuis un moment. Alors, choisissons-nous ce type de pays-là, ou alors des pays où il n'y a pas de démocratie, mais où le bien-être du peuple, son développement, sa paix sociale est assurée. On choisirait justement. Je pense que moi, si on me met face à ce choix, le choix est connu d'avance. Tout le monde d'ailleurs. Le choix est connu d'avance. Alors, c'est vrai qu'on a également en Afrique, à la tête des États, des chefs qui ont mis long, souvent 20 ans, souvent 25, souvent plus de 40. Mais ici, on voit que le peuple n'apprécie pas cette gestion. Ce n'est pas toujours parce que c'est les mêmes personnes qui sont au pouvoir, mais c'est parce qu'il y a faute de développement. C'est parce qu'il y a faute de paix sociale. Bien-être. C'est parce qu'il y a de bien-être. C'est parce qu'il n'y a pas de travail. C'est parce qu'on peine. Souvent, il n'y a pas l'eau. Même quand il y a l'eau, l'eau est sale. On ne peut même pas la boire. Si vous la buvez, vous tombez malade. Il faut chercher les filtres. Il faut faire ci, il faut faire ça. C'est autant de choses. Et comme il y a ce malaise social, on est obligé d'aller ailleurs. Et on pense que la solution est au niveau des altérations. On veut l'alternance. Bon. Mais je me pose la question de savoir, est-ce que l'Afrique a une culture politique d'alternance? Ça, c'est une question et il faut que les Kamites, qu'on soit honnête et sincère avec nous-mêmes. Est-ce que lorsque l'on regarde de Taméry en Égypte antique, de tout ce qui a suivi, que ce soit le Mandé, que ce soit Dahomey, que ce soit Ashanti, que ce soit Songhai, et j'en passe. Que ce soit l'Éthiopie de l'intérieur, est-ce que dans ces États, il y avait une alternance politique régulière? Sans embâche, je dirais non. Mais l'Égypte antique a quand même été première puissance de l'humanité en son temps. Première puissance. L'Empire du Mandé, parce que l'Afrique a été première puissance de l'humanité à 2 reprises. 2 reprises, justement. Dans la préhistoire avec l'Égypte antique, à l'époque médiévale avec l'Empire du Mandé. L'Empire du Mandé a été première puissance. Entre avec le 12e et le 13e siècle. Exactement. Avec des expéditions pour aller en Amérique, soit aller en Amérique même avant Christophe Colomb. Donc l'enseignant qui vous a dit que l'Amérique avait été découverte, il faut barrer ça de vos cahiers. C'était pas vrai. Voilà, déjà qu'il y avait des gens qui y vivaient. Voilà. Donc, à 2 reprises, on a eu l'homme le plus riche du monde. Tout le monde le dit aujourd'hui, Mansa Moussa et tout. Alors, donc, on n'avait pas besoin à ce moment d'avoir une alternance. Ça veut dire que le problème se situe au niveau du leader, souvent qui n'a pas de formation, souvent qui n'a pas des liens, qui n'est pas lié à un certain nombre de choses. Donc, il peut avoir une mauvaise gestion et souvent ne subir aucune conséquence. Alors qu'en Afrique, c'est différent. C'est différent. Quand la gestion est mauvaise, le gestionnaire est frappé. Exactement. Et en connaissance de cela, lorsque tu sais que ta mauvaise gestion va subir, va donner lieu à des conséquences qui peuvent même emporter ta vie, alors là, tu fais attention à ta façon de gérer. Donc, je pense qu'on devrait essayer de réfléchir à ce niveau-là, parce que nous sommes dans une dynamique de recherche de la renaissance, de la construction de l'Afrique noire, une grande Afrique, une Afrique puissante encore, une Afrique qui aura une puissance que l'humanité n'aura jamais connue. Alors comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire au niveau politique? Est-ce qu'on souhaiterait avoir des alternances? C'est une question, on peut y aller. Parce que ne pas avoir d'alternance aussi, ça va créer des soucis. Qui va avoir, c'est dans quelle lignée, c'est dans quel clan, c'est dans quelle famille, ça peut engendrer des soucis, mais c'est des discussions qu'il faut avoir. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, il ne serait pas mauvais qu'on ait une organisation qui
mène des réflexions à ce sujet et qui établit des lignes à suivre par les partis politiques qui jailliront dans les différents États. C'est important de le savoir. Donc moi je pense que le but c'est de poursuivre la paix sociale, le développement, le bien-être. Lorsque l'on a, comme dans les pays, comme on a cité la Chine tout à l'heure, le peuple il est plus ou moins satisfait. Il peut y avoir des gens qui veulent certes avoir d'autres dirigeants à la tête, mais si on leur demande un dirigeant qui pourrait avoir un résultat moindre que celui qui est prévu, je pense que le peuple choisira autre chose. Et en dernier mot, je tenais à dire que dans les sociétés négro-africaines précoloniales, le pouvoir, il est éclaté. Et il est reparti dans les institutions. Chacune de ces institutions a un rôle particulier, spécifique. Le Mbok, dans le Mbok, je ne suis pas Bassa, mais je crois bien savoir qu'il y a le Mbombok. Le Mbombok, c'est le guide de la lignée. Et si la lignée peut être comprise dans ce cadre-ci comme un État, il est dans le chef de cet État, mais il n'est pas seul. Il y a le Ndjik des Bandirandira. Ils sont des compétences bien spécifiques. Il y a le Ngé des Bangengue. Il y a même le corps des Bakoko. Et on dit même que c'est le corps qui a donné lieu au Mbok des Mbambombok. Vous imaginez un peu. Ça dit que ceux mêmes qui disent qu'ils sont les chefs d'État, leur pouvoir est venu du corps. Donc, essayons de voir comment on peut mettre des institutions fortes où le pouvoir peut être éclaté et non un pouvoir concentré forcément en une seule personne, parce que c'est ça la particularité des systèmes politiques négro-africains. C'est qu'il y a un pouvoir éclaté. Le chef n'a pas tous les pouvoirs. Il y a un pouvoir éclaté, si bien que lorsque la gestion du chef n'est pas bonne, l'une de ces institutions peut se mobiliser pour y mettre un terme. Voilà, très bien. Donc, on va tout simplement dire qu'au-delà des concepts république et démocratie qui ne sont que des concepts, in fine, c'est le bien-être social, n'est-ce pas, des humains, n'est-ce pas, dans une zone géographique déterminée. Donc, si on est dans une république et qu'un président en fasse 100 ans, du moment où il y a un bien-être social, la population ne se préoccuperait pas, n'est-ce pas, de la longévité de ces présidents. Donc, si parfois on crie, c'est peut-être parce que ce pouvoir central-là n'est pas déconcentré, n'est pas décentralisé, et puis tout ne marche pas comme la population souhaiterait. Et la monarchie, ce n'est pas seulement de Dieu au pouvoir. La monarchie, c'est aussi la domination des uns sur les autres. Exactement. Mais je vous renvoie à Kadhafi. À Muammar Kadhafi, qui dans son livre, le livre vert, disait que la démocratie, c'est la domination. C'est la domination d'une majorité sur une minorité. Lorsqu'il y a des élections, vous avez un résultat d'élection, peut-être le premier sort avec une 50aine de %. Le second sort même avec une centaine de %. Mais il y a 30% de cette population qui est dominée, qui est marginalisée, qui vit dans une monarchie, parce qui est frustrée. Qui est frustrée parce qu'il ne souhaiterait pas que ce soit l'autre président qui soit là. Mais ils sont obligés de subir, de se donner à cela. Donc ça, c'est même la démocratie est une monarchie quelque part, parce qu'il y a la domination des uns sur les autres. Et ça peut prendre un moment. Exactement, frère. Poursuivons dans le cadre de cette émission le processus initiatique et de légitimation. Quels étaient les rites, serments entre autres et épreuves initiatiques que devait subir un futur monarque pour être reconnu comme détenteur légitime du pouvoir, et surtout que se passait-il lorsque spirituellement un imposteur accédait au trône? Ok, ça c'est une bonne question. Ok, la question des rites. Quels sont les rites que... Je dirais que le premier, le rite phare de l'initiation du chef, c'est les rituels de connexion. Les rituels de connexion parce que le chef prend le pouvoir dans un état, si vous voulez, dans un village, dans une communauté, où il y a eu des chefs qui l'ont précédé, où il y a eu des rois qui l'ont précédé, où il y a eu des gardiens de tradition qui l'ont précédé, et qui ont donc une vue large, panoramique, sur les difficultés que peut avoir la communauté, qui ont une vue large, une sagesse sur laquelle on peut s'appuyer lorsqu'on fait face à des difficultés. Alors il convient, parce que étant dans une communauté qui a eu des chefs avant nous,
de se connecter à ces chefs. Alors, introniser, c'est connecter aux chefs qui ont été avant nous. Le premier rituel, c'est le rituel de connexion. On connecte donc au roi, aux chefs qui nous ont précédés à la mission que nous avons de gardien de tradition, de gardien d'un territoire. Mais on se connecte également aux morts de cette communauté. On se connecte aux ancêtres de cette communauté. Parce qu'on n'est pas seulement le chef de l'État des vivants. Mais cet État, ce village, cette communauté a aussi des morts, a aussi des ancêtres. On est aussi chef d'État de ces morts, de ces ancêtres, dont on doit être connecté à ces derniers. Il doit donc être connecté au Mbambambe. Il faut qu'il soit connecté au Basogol Sogol. Il y a une typologie d'ancêtres. Il faut être connecté à tous ces ancêtres-là. Voilà. Maintenant, on est connecté aux divinités. On est connecté aux totems parce que la communauté a des totems. Il y a les communautés, vous allez arriver là-bas, c'est le léopard. Sur d'autres, c'est l'éléphant, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, dans ma vie, dans ma famille, la famille de ma grand-mère maternelle, à Boneko, c'est, comment on appelle ça, la tortue de mer. Vous ne pouvez pas être chef de cette communauté, vous n'êtes même pas connecté au totem de cette communauté. Il faut être connecté au totem de la communauté. Donc, il faut être connecté à tout ça et ça commence donc par des rites de connexion. Vous devez être connecté. Parce que vous devez être connecté. Pourquoi? Mais parce que s'il y a une difficulté, il faut bien les mobiliser. Il faut mobiliser ces totems lorsqu'il y a une difficulté. Il faut mobiliser les ancêtres lorsqu'il y a une difficulté. Il faut mobiliser les divinités lorsqu'il y a une difficulté. Pour qu'ils apportent leur contribution dans la gestion de ces problèmes-là. Et dès lors qu'il y a une difficulté, il faut qu'ils viennent. Il y a, par exemple, je dis n'importe quoi, des enfants se sont noyés dans la communauté, ils sont allés jouer et puis ils sont allés à l'eau pour nager un peu, ils se sont noyés. Si on ne veut plus que ce phénomène arrive, on appelle les ancêtres, on dit chez nous, on ne veut plus que ça se passe. C'est-à-dire qu'on dit souvent que les sawas d'antan ne mourraient pas dans l'eau. Mais parce qu'il y avait des arrangements comme ça, on a appelé les ancêtres. Bon, aujourd'hui, ça ne se fait plus. Donc, maintenant, on meurt là, il y a plein de cas. Mais à chaque fois qu'il y a un problème, on les appelle pour les solutionner. Mais pour les appeler, il faut d'abord être connecté à ces derniers. Si l'on n'est pas connecté à ces derniers, non seulement ils ne viendront pas, mais même quand on les appellera, ça ne va pas produire d'effet. Il faut être connecté à ce dernier. Ça, c'est vraiment les premiers. Le rite fondamental. Vraiment, je pense que c'est un rite phare. Il ne peut pas avoir de rite de formation d'un chef, d'un notable et autre chose. Il n'y a pas cette connexion. Voilà. Maintenant, dans la formation du roi, comme nous avons dit tout à l'heure, il y a la formation politique, il y a la formation religieuse. Et au thème de cela, il y a également des aptitudes qu'on lui concède, qu'on lui donne. Parce que le chef, n'est-ce pas, c'est l'image, c'est une image. Alors son image doit toujours être haute et fière pour garantir que l'image de l'État soit également haute et fière. Si le chef du village est tout mourant, il est tout mourant, le village également va avoir une image tout amorphe, exactement. Donc, il faut une image fière. Donc on lui donne donc, n'est-ce pas, à travers des mécanismes, à travers même des vaccins, des compétences, des aptitudes. Par exemple, le chef ne doit pas marcher dans la rue et se faire, je sais pas quoi, poignarder par exemple. Il doit être à l'abri de coups de poignard. Il ne doit pas aller au marché. On va donc insérer en lui une technologie qui lui permet d'être immunisé contre cela. Le chef, c'est un humain après tout. Il peut avoir ses amis d'enfance et vouloir un jour s'amuser avec eux, aller chez l'un d'eux et partager un verre. Mais il ne doit pas mourir par empoisonnement. Chez nous, un chef ne doit pas mourir par empoisonnement. Il faut donc en lui, qu'on ait insufflé en lui une technologie par voie de vaccin qui lui permet d'être immunisé contre ce genre de choses. Donc voilà des aptitudes qu'on va lui donner. Il ne doit pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. Il ne doit pas. On va lui faire donc des rites qui lui permet d'être à l'abri d'un certain nombre de choses, afin que son image soit toujours haute et afin que l'image de l'État, de la communauté, du village soit elle aussi toujours haute. Voilà à peu près un certain nombre de rites. Donc le serment, quant au serment, le serment est donc fait à l'attention des hommes qui va gouverner, mais également, imaginez un peu, à l'attention des totems. Les bancos disent, je pense, Joe, les doigts là disent Ekam, les totems, le léopard. Donc tu as prêté le serment au léopard, à la panthère, que tu ne vas pas détourner, que tu ne vas pas être un corrompu, que tu vas abattre, comme Sankara disait, abattre la corruption, abattre le détournement, abattre ceci. Tu as juré que tu ne vas pas traîner dans ce genre de choses. C'est ce genre de serment donc qu'on porte, qu'on ne va pas faillir, on ne va pas faire ci, je m'engage à faire ci, je m'engage à faire cela. Si je ne le fais pas, frappez-moi.
Moi, je me rappelle de ce serment dans une confrérie où j'ai été, chez un de mes pères, où on disait, je vais, dans cette mission, j'ai un cœur unique avec mes frères avec lesquels nous partons faire ici. J'accepte ce que nous partons faire. Si jamais ce que je dis ici est mensonge, qu'on me frappe. Vous imaginez? Lui-même le dit de sa bouche. Lui-même le dit de sa bouche. Et avec un certain nombre de choses. Vous imaginez certaines de nos écoles, certaines de nos élèves qui ont des capacités, qui te lient face à ce que tu as dit. On respecte sa parole. Imaginez donc un tel serment que vous ne respectez pas. Donc voilà à peu près les serments que l'on prête. On les prête donc. Imaginez un panthéon où il y a des ancêtres, un espace, on a appelé on a convoqué les ancêtres. Le fondateur du village est convoqué. Les fondateurs des familles sont convoqués. Les grands ancêtres qui ont mené vraiment des actes louables dans la communauté, ils sont convoqués, ils sont tous là présents. Les morts même sont là. Les divinités, on les a convoqués, les totems, on a appelé. Vous-même, vous pouvez sentir dans l'atmosphère que non, les forces en présence sont effectivement présentes. Vous avez pris serment. Un tel serment, vous ne pouvez pas le négliger. Donc voilà des serments qui sont faits. Il y a également des épreuves, comme vous avez dit dans votre question. Et ces épreuves consistent à savoir si le chef en venir est apte à sa mission. Je prends un exemple chez les peuples de l'ouest du Cameroun. Pendant la formation du chef, pendant son cursus académique, la période qui passe dans la formation, on a dit 9 semaines de 8 jours, il est révélé, si et là, que on lui amène des femmes durant sa formation. C'est exact. Parce qu'on doit savoir s'il peut également contribuer à la continuation, à la continuité de l'œuvre d'Ainsi le divin qui a créé. Il faut que lui-même soit capable de procréer. On ne peut pas mettre un chef, je vous ai dit, l'image doit être haute. Un chef ne doit pas être celui qui n'arrive même pas à procréer. Ça, c'est pas bien. On doit s'assurer que le chef qui a été choisi par voie électorale, que le chef qui a été nommé, donc par voie de nomination, soit quelqu'un qui soit au moins apte à reproduire. Alors, durant sa formation, on doit amener les femmes, 1, 2, 3, et au terme de sa formation, les femmes là doivent déjà être enceintes. Les femmes là doivent déjà être enceintes. Donc, quand il sort de la formation, il sait qu'il a déjà 1 ou 2 femmes enceintes. Voilà quelques épreuves que l'on fait pour savoir si effectivement il est apte à représenter l'image haute de la communauté de l'État. Très bien. Voilà. Et c'est au bout de tout ce processus-là qu'on est légitimé, par son peuple. Qu'on est légitimé par son peuple. Le peuple sait que il est allé en formation, il a réussi sa formation, il est sorti de là, il est vivant et le roi était mort, vive le roi. Voilà. Donc maintenant, quant à la question des imposteurs qui accèdent au trône, bon, c'est vrai, il y a eu des cas où il y a eu des imposteurs et souvent pas grand chose s'est produit. Là, on avoue. On a des communautés où la chefferie était dans une lignée bien précise et il y a eu un glissement de lignée. C'est le cas du royaume des Bonibellet à Edo, à Douala, il y a eu un glissement. On a des cas dans bien de communautés. Mais souvent, rien de très grave ne s'est produit. C'est vrai, on peut le dire. Mais il faut également avouer que il y a également des cas où, lorsqu'il y avait des usurpateurs, ceux-ci ont, ils n'ont pas eu un règne long. Et ce règne, c'est très souvent très mal terminé. Ils sont morts, souvent par mort tragique, comme on peut avoir des exemples, mais il conviendrait ici peut-être ne pas les citer. Donc voilà, on a cette tendance, on a des situations, depuis même Kemet, où il y a des changements de dynastie, on a des changements, on a certains glissements, ça s'est vu, mais on a également des cas où lorsque ça s'est produit, les gens ont été frappés. Maintenant, lorsque ça se produit, une communauté qui est bien ancrée, avec ses divinités, avec ses ancêtres, où les choses sont bien alignées, bien agencées, et qu'il y a de telles sortes de glissements. Ça doit sans doute être déjà avec l'accord des ancêtres. Il faut qu'on interroge si eux-mêmes ils sont d'accord avec ce qui se passe. Parce que si ils ne sont pas eux-mêmes d'accord avec ce qui se passe, ça va mal se terminer. C'est dans ce genre de cas qu'on retrouve donc les règnes qui ne sont pas longs et les règnes qui finissent très mal par exemple de mort tragique. Parce que l'on sait que le chef, par exemple, ne doit pas mourir par voie de mort tragique. Bien sûr. Il ne doit pas mourir par voie de mort tragique. Souvent, il ne doit même pas mourir ailleurs, hors de son territoire. Dans son territoire, on a des cas comme ça. Donc, très souvent,
lorsque on fait face à un cas où un chef est par exemple mort par voie de mort tragique, ça veut dire que les institutions ne sont plus présentes, ça veut dire que sa formation n'a pas été faite, il n'y a pas eu de connexion, ainsi de suite. Et justement, donc, comme il est usurpateur, il n'a pas bénéficié de tout cela. Du coup, il meurt par ce genre de mort. Lorsqu'on est connecté, vous conviendrez avec moi que si jamais il devait avoir un accident, vous serez prévenu. Par tout moyen, vous allez être prévenu. Ça peut être la nuit par voie d'un rêve où on vous montre clairement que le voyage que vous avez entrepris n'est pas bon. Il ne faut pas y aller. Il peut avoir risque d'accident. Ça peut être par voie de flash, même lorsque vous êtes éveillé. Et lorsque vous n'avez même pas les aptitudes pour voir tout cela, ces aptitudes de perception, parce que tout le monde ne les a pas forcément, il faut aussi l'avouer. Mais on vous donne même une petite maladie là, qui vous fait rester d'abord, pour ne pas partir. Donc lorsque vous n'avez donc pas tout ça, parce que vous êtes usurpateur, c'est normal que vous finissez par tomber sur le coup des Et dans le cas où rien ne se passe justement, comment comprendre ça? Puisque à la fois les ancêtres et le peuple n'ont pas plébiscité l'imposteur en question. Mais d'où tire-t-il sa force pour régner pendant un certain nombre de temps? Bon, déjà, il faut dire que les glissements se passent souvent lorsque il n'y a pas de descendance pour assurer, n'est-ce pas, le lien. Donc, souvent, on peut confier à un oncle de l'enfant qui n'est pas encore né, ou à un oncle de l'enfant qui est encore tout jeune, peut-être il vient d'arriver, il a à peine 3 ans, il a à peine 4 ans. Et c'est ainsi que on finit par avoir l'assentissement du peuple, vu qu'on voit quand même qu'il y a quand même proximité avec la famille régnante. Sinon, on est dans la famille régnante, parce que le frère qui a hérité, qui décède, mais son enfant encore très jeune, le frère prend donc en attendant. Voilà. Donc souvent c'est légitimé par ce genre d'opération. Mais on se réalise également plus tard que très souvent les oncles ne veulent pas souvent remettre c'est là où je voulais en venir. à ce genre de cas. Et maintenant, il use n'est-ce pas, de ces connexions qu'il a fait pendant ce moment avec tant la population vivante que la population des ancêtres qu'il aurait peut-être flatté par de bons actes et ainsi de suite. Exactement. Voilà, donc, je pense à cela. D'accord frère, nous allons prendre très rapidement une respiration, un verre d'eau du côté de la régie et on se retrouve juste derrière pour poursuivre avec cette belle thématique. À tout de suite. Ils ont traversé les mers pour répondre à l'appel des ancêtres. En 2024, ils ont foulé la terre-mère. En 2025, ils ont renoué avec la flamme de la connaissance. Et en 2026, la reconnexion s'annonce encore plus grande, plus profonde, plus vibrante. Du 28 février au 10 mars 2026, Kemet Reconnexion revient au Cameroun, le cœur battant de l'Afrique éternelle. Viens recevoir le baptême kamite, première clé de ton réveil spirituel. Découvre les mystères du Fa, initie-toi à la sagesse du Mbok et laisse l'Afrique réveiller la divinité qui sommeille en toi. L'Afrique t'appelle, le temps du retour est venu. Pour toute participation, Kemet Reconnexion 2026, le rendez-vous du retour sacré. Kemet Télévision éveille la conscience, éclaire la voie et reconnecte les âmes du monde à la source originelle. Voilà frère, venons-en à la rupture de la chaîne sacrée. Comment la colonisation et les religions étrangères justement ont-elles réussi à désacraliser le trône africain et à déconnecter le pouvoir politique de sa source spirituelle? Alors, déjà, ils sont passés par la destruction de toutes les institutions qui pouvaient garantir la continuité des forces spirituelles. Alors, si je prends l'exemple d'une communauté comme la communauté Bankoun, Bankoun, c'est un peuple sawa de la région du littoral qu'on retrouve dans le Mungu. Ceux-ci n'ont plus une seule institution traditionnelle qui existe. On a donc, c'est vrai, le chef. On peut retrouver les chefs de famille, c'est vrai.
on retrouve par-ci, par-là, ce qu'on appelle les Mtinamimbo, qui sont, ou alors les Batenbambo, qui sont supposés être les gardiens de tradition, mais qui ne sont pas organisés dans une institution. Il n'existe donc plus aucune institution. Alors, et lorsque l'on parcourt la documentation des Allemands, ce que j'ai essayé de faire cette recherche-là, mais on découvre qu'il y avait, dans un passé plus lointain, du moins à leur arrivée, des institutions traditionnelles. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Parce que ceux-là se sont évertués par l'entremise donc des religions, a fait penser aux populations que ces institutions n'avaient plus d'importance et qu'il fallait donc les remplacer par la vérité qu'ils ont appelée la vérité chrétienne, s'il s'agit des chrétiens ou bien des musulmans, par la vérité musulmane. L'opération était donc d'imposer les religions, d'imposer la chrétienté. Et par l'imposition des chrétientés, on ne pouvait pas avoir dans le même espace et la chrétienté et les religions. Donc il a fallu déguerpir les institutions. Mais lorsqu'on se réalise, on se retrouve dans une société où il n'y a plus d'institutions traditionnelles. Qui va donc initier le chef? Il n'y a plus de régulateurs. Qui va initier le roi? Qui va permettre que le trône soit toujours sacré? Lorsque l'on détruit les institutions, on a détruit le sacré du trône. Et pour avoir de nouveau le sacré du trône, il faut redéployer les institutions. Les communautés qui ont des rois assis sur un trône toujours sacré que l'on peut voir nous-mêmes à travers la statue du roi, c'est parce que les institutions sont toujours présentes et sont toujours fortes. Alors, ils ont juste essayé, ils ont juste tenté et ils ont réussi dans plusieurs communautés à détruire les institutions et à dépouiller les communautés des éléments du sacré. Vous vous souvenez du Golden Stool d'Ashanti qu'ils ont dérobé, que les Anglais ont dû dérober du peuple Ashanti et que les Ashanti, par une femme, a dû mener le combat lorsque les hommes n'avaient pas le courage de le faire. Ce sont les femmes qui se sont levées pour aller mener le combat. Alors, lorsqu'on a dépouillé le peuple, n'est-ce pas, des éléments du sacré, des objets du sacré, pas des objets d'art, des objets du sacré, ces masques, ces statues, on ne peut plus garder le sacré du trône. Donc, il convient aujourd'hui de redéployer ces institutions, de faire la recherche, de savoir quelles sont les institutions qui existaient dans nos différents villages, dans nos différentes communautés. Quelles sont celles qui existaient? Lorsque l'on a découvert celles qui existaient, connaître leur mission, quelle institution était chargée de faire telle, on doit les redécouvrir. On doit donc s'interroger si elles sont toujours nécessaires, si elles peuvent toujours être d'actualité aujourd'hui. Et lorsque on découvre qu'elles peuvent toujours être d'actualité aujourd'hui, on doit tout faire pour les remettre sur pied. Essayer de les restructurer. Et maintenant, il convient que les différents descendants que nous sommes, que nous essayons de nous interroger, d'interroger nos généalogies, pour savoir notre généalogie nous permet d'être dans quelle institution et aller dans ces institutions. Parce que si nous ne sommes pas dans ces institutions ne pourront pas assurer le sacré du trône. Exactement, exactement. Voilà. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes kamites, nous sommes ceci, on veut la spiritualité africaine, mais ne même pas aller se faire initier dans nos institutions. Être absente de nos institutions. Pourtant, on les connaît. On sait qu'il y a le Manjonglali, on sait qu'il y a le Kunga, on sait qu'il y a ceci, on sait qu'il y a le Ngé, on sait qu'il y a on connaît nos lignées, mais on ne veut pas aller se faire initier. Mais on dit que nous sommes kamites. Il faut donc que l'on rentre dans nos institutions. Parce que si nous sommes dans les institutions, on peut recevoir la formation, l'éducation, l'initiation nécessaire et assurer les missions de ces institutions pour garantir le sacré du trône. Exactement. C'est justement pourquoi il y a Kemet Reconnexion qui rassemble, n'est-ce pas, tous ceux qui, les fils et les filles africains dispersés dans le monde entier, qui veulent justement retourner à la source et se reconnecter. Il y a cet événement-là qui les permettront facilement de le faire. Frère, on a toujours l'habitude d'accuser les religions, d'accuser la colonisation, esclavage et autres. Mais est-ce que le pouvoir politique d'aujourd'hui, fondé sur la ruse, la manipulation et la soif de domination, n'est pas une caricature du pouvoir originel africain? Et quelles en sont les conséquences visibles sur les sociétés? Est-ce que l'Afrique a toujours été parfaite? L'Afrique n'a pas toujours été parfaite. On a connu des cas de coup d'État, par exemple, à Kemet, on a eu
On a eu à connaître des coups comme ça. On a eu à connaître des citoyens qui posaient des actes infractionnels s'il y avait des infractions. Je disais à l'entame que l'une des recherches, c'est sur l'organisation juridique. Il y avait donc une loi pénale, il y avait des infractions qui étaient commises et des sanctions qui étaient données par les tribunaux. C'est parce que les gens commettaient des actes. C'était pas parfait. Il y avait quelques difficultés, mais on est loin des dérives d'aujourd'hui quand même. On est loin des dérives. Le pouvoir politique aujourd'hui n'est pas appuyé sur les cultures africaines. Il est appuyé sur l'idéologie européenne. D'ailleurs, les institutions même que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas les institutions que nous avons pensées. Premier ministère ou dernier ministère. Ce n'est pas les institutions que nous avons pensées. C'est les institutions, disons, qui ont été directement plagiées de l'organisation européenne. Les constitutions, c'est les constitutions directement plagiées des constitutions françaises pour les pays d'Afrique francophone. Donc, ce n'est pas notre pensée. Et comme ces institutions, comme ces constitutions ne mettent pas en avant ce que nous, on appelle le côté spirituel, le sacré, parce que chez eux, on fait une dichotomie. Il y a une séparation nette entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Ces constitutions ne prennent donc pas en compte le pouvoir religieux, spirituel, initiatique. Donc, il convient que les Kamites s'arment de sagesse, de connaissance, comme le dit Cheikh Anta Diop, puissent et s'arment vraiment de courage pour aller à la conquête politique. Je vais vous dire quelque chose. Sankara disait, un militaire sans formation politique est un délinquant, un criminel en puissance. C'est Sankara qui disait, ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi qui as dit, c'est Sankara. Exactement. Et je me pose la question de savoir ce que Sankara dirait d'un Kamite, qui l'appelle chaque jour, qui parle de lui chaque jour, mais qui finalement décide de ne pas faire la politique. Qu'est-ce que Sankara pensera de lui? S'il pense que le simple militaire le militaire qu'on pense souvent à politique, il estime que le militaire qui n'a pas de formation idéologique politique, c'est un criminel. Qu'est-ce qu'il pense d'un Kamite qui n'a pas de formation politique et qui ne veut pas ça? Un criminel aussi. Je pense qu'il est même plus qu'un criminel. Voilà. Parce que si nous on le fait, nous on est conscient de ce que chez nous, il faut que le sacré, n'est-ce pas? Il faut que le sacré marche ensemble avec le politique. Alors nos premières ambitions, nos premiers objectifs seront de restructurer les institutions politiques avec les fondements juridiques dont la Constitution pour que celles-ci prennent en compte et le sacré et le pouvoir politique. Donc ça, c'est ce qu'il convient de faire. Exactement, frère. Nous allons bientôt sortir de l'émission. Il nous reste peut-être encore 2 questions pour sortir, notamment l'usurpation du trône sacré. Certains estiment que beaucoup de dirigeants africains modernes sont installés et non reconnus par les forces spirituelles du continent. Peut-on alors parler d'une malédiction de la gouvernance africaine issue justement de cette usurpation? Malédiction, peut-être, lorsque on voit les difficultés de développement que nous avons. Malédiction, peut-être. Disons que c'est un grand mal, parce que il est vrai que nous ne sommes pas les seuls à avoir été colonisés. D'autres pays aussi ont été colonisés, mais aujourd'hui, ils ont fait le bond en avant. Ils sont devenus de réelles puissances. Alors pourquoi pas l'Afrique? C'est vrai, bon nombre de nos chercheurs nous ravissent souvent sur la question en nous disant la colonisation que nous avons vécue est quand même différente. Parce que nous sommes combattus depuis la préhistoire. On n'a jamais eu un moment de répit. Depuis l'Égypte antique, et les Perses, et les Issos, et les Romains, et les Grecs, on rentre, et puis les Arabes viennent, et puis les Occidentaux viennent. On n'a jamais eu un moment de répit. Donc c'est pas une colonisation de 50 ans. C'est pas une colonisation de 50 ans. C'est des milliers d'années. Kemet, c'est il y a 7000 ans, c'est il y a 8000 ans. Minimum. Hein? Minimum. Mais aujourd'hui, c'est des milliers d'années plus tard. Et l'esclavage et tout, c'est des centaines d'années. L'esclavage arabo-musulman, c'est combien de siècles? Occidentalo-chrétien, c'est combien de siècles? Ça fait quand même beaucoup. Bon. Donc, je me dis, peut-être que c'est aussi ce mal-là. Est-ce que les présidents africains ont usurpé? C'est une question à se poser. Bon. Comme on n'est plus dans le logiciel négro-africain qui est appuyé sur le sacré, on aurait pu penser que si on était appuyé sur le sacré et qu'il y a usurpation, cela peut entraîner malédiction. Mais on n'est plus, la base du sacré n'est plus là. On a écarté le sacré parce qu'on a
n'est-ce pas, importer la culture occidentale, la politique occidentale qui met le sacré à l'écart. Voilà. Donc ici, est-ce qu'on peut donc parler de malédiction qui est issue de cela? Je ne pense pas. Mais je reviens et je le dis encore, il convient que nous puissions changer cela et nous assurer qu'il y ait un sacré, qui régule le tout. Voilà. D'accord, frère. Sur le retour au principe de légitimation spirituelle, comment l'Afrique peut-elle réconcilier aujourd'hui son pouvoir politique avec les lois spirituelles ancestrales d'un? De deux, faut-il repenser nos constitutions ou restaurer nos temples et nos cercles initiatiques pour relancer la gouvernance dans le sacré, comme tu le disais tantôt? Absolument. Absolument. La réponse est déjà dans la question. Tu veux m'avoir, la réponse est déjà dans la question. Absolument, il faut repenser cela. Il faut ouvrir les institutions. Il faut que ceux dont les généalogies permettent l'accès aux institutions aillent dans ces institutions. Il faut ouvrir les lieux sacrés. Voilà. Maintenant, lorsque on dit qu'il faut rentrer dans les institutions, ça veut d'abord dire que on peut interroger, s'aligner à l'effet de savoir à quelle institution nous avons ou alors nous sommes appelés à être. Ça nécessite donc que il y ait des travaux, par exemple, de consultation. Comme nous avons dans nos communautés des spécialistes, c'est l'institution du Ngambi dont les membres sont spécialisés dans la consultation, que ceux-ci consultent à l'effet de savoir chaque personne qui est en face de nous, ce dont la personne est appelée à faire sur le plan traditionnel, parce que tout le monde ne fait pas tout. Il y a des personnes qui connaissent la régulation sociale, il y a des personnes qui connaissent ceci, il y a des personnes qui connaissent vraiment la médecine, il y a des personnes qui connaissent cela ou autre. Donc, il faut qu'on puisse consulter à l'effet de savoir ce que les personnes sont appelées à faire et au terme de les diriger vers les différentes institutions. Il faut que les institutions ouvrent les portes pour pouvoir recevoir ces enfants qui viennent, et pour pouvoir les intégrer. Il ne s'agit pas de faire quelques rites au rabais, quelques initiations au rabais. Il s'agit de donner la pleine formation au niveau de ceux qui sont déjà formés. Parce qu'il faut préparer la relève. Si nous partons, il faut que des gens soient là pour assurer la relève. Donc il s'agit de leur donner la pleine formation. Voilà. Et ça va se faire. C'est d'autant plus important parce que lorsque nous sommes dans une société comme la nôtre, où il n'y a plus n'est-ce pas, de repères initiatiques, certaines infractions peuvent passer inconnues. Pourquoi? Parce que ces institutions que les colons ont fait fermer et que nous, à la suite, ayant été la continuité des systèmes français et autres européens, nous n'avons pas pensé à mettre sur pied. Ce sont ces institutions qui veillaient à la régulation sociale. Exactement. C'est pour dire qu'il y avait également des criminels qui veillaient, eux, à la contre-régulation sociale. Qui faisaient donc des crimes. Et vous savez que la science en Afrique ne s'exprime pas toujours dans le physique, dans le palpable. Ça s'exprime également dans le non physique. C'est pour dire que si ailleurs, il existe le fusil, qui est un élément physique sur lequel on peut s'appuyer pour tirer sur quelqu'un, pour pulser une balle qui va toucher l'autre et causer sa mort, en Afrique, ce n'est pas toujours le cas. En Afrique, on a ce que les Bankos appellent le Ngalendum. Ngalendum, traduction, ça veut dire fusil buccal. Mais c'est un fusil qui se déploie sans un support matériel. Exactement. Ça peut être même par pointage de doigt, ça peut être par simple parole, ça peut être par ceci. Et qui projette effectivement un projectile qui finit par toucher sa cible et cause la mort de sa cible. Alors, lorsque moi je fais ça, et que les institutions les nôtres, n'existent plus, est-ce que ce sont les institutions du présent d'aujourd'hui qui peuvent détecter cela? Est-ce que les officiers de police judiciaire peuvent détecter cela? Ils vont s'appuyer sur quelles preuves? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de crimes qui se passent, qui sont en fait causés par des actes
mystique. C'est ça qui est la réalité. Moi, je peux le dire qu'au moins 65%, souvent des accidents que nous avons ou des morts que nous avons, ont souvent des causes mystiques. Mais nous ne sommes pas là, nous ne pouvons pas identifier parce que en réalité, quand on le fait, on permet que ça ait une allure naturelle. C'est-à-dire que une mort, par exemple, mystique ne va pas, c'est pas qu'une ombre va apparaître et puis tout le monde va voir l'ombre. La manifestation n'est pas physique. La manifestation n'est pas physique. Donc la manifestation se passe vraiment de façon naturelle. C'est-à-dire que vous tombez vraiment malade. On vous amène vraiment à l'hôpital. Sauf qu'à l'hôpital, vous mourrez. Parce que la cause, je ne dis pas que toutes les morts sont causées de causes mystiques ou tous les accidents ont des causes mystiques. Je dis qu'il y a bon nombre d'entre elles qui ont ces causes. Et quand il n'existe pas les institutions qui peuvent réguler, celles-ci s'améliorent parce que les sorciers aussi, eux aussi s'améliorent, ils améliorent leur science au quotidien. Or, quand les institutions qui sont censées assurer la régulation sociale sont vides, parce que nous n'entrons pas à l'intérieur, eh bien, il n'y a personne pour réguler. Il faut donc qu'on entre à l'intérieur. Je dirais une dernière chose, c'est que Bobo Basson faisait savoir dans un média, je pense, frère au vôtre, que dans des villes, on n'avait pas, les statuettes, le but des statuettes, c'était d'assurer la régulation sociale. En fait, ça faisait une sorte de brouillage pour que, lorsque nous sommes même au sein d'une certaine localité, qu'on ne pense même pas à faire certaines choses. Parce que nous-mêmes, soi-même, en voyant ça, tu sais qu'effectivement, tu ne peux pas essayer. Bon, imagine un seul instant, tu passes dans un quartier, tu vois un arbre, je ne sais pas, un arbre fruitier, n'importe quoi. Et tu as envie de prendre le fruit qui est dessus sans demander. Ce qui peut arriver. Tu peux le faire, ça peut arriver. Ce qui arrive même très souvent. Voilà. Mais imagine un seul instant que subitement tu vois quelque chose qui est attaché sur cet arbre, qui est un peu rouge, comme vraiment comme tu vas pas le faire. Le fétiche. Ça régule directement ta pensée. Je voulais juste prendre une illustration comme ça pour dire que dans les villes, dans les grands artères, on avait, n'est-ce pas, des fétiches qui sont installés, qui ont pour but vraiment de veiller à l'ordonnancement moral. Qu'on n'ait pas les idées malveillantes, de faire des actes malveillants, de faire des actes contre communautaires. Ça régulait, ça assurait un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, pour avoir un pouvoir qui se dirige vers une certaine légitimation, lorsque donc, les Kamites rentreront dans leur pensée, et qui prendront le pouvoir, c'est des choses sur lesquelles on ne devrait pas manquer de faire. Redéployer ces fétiches, redéployer ces objets du sacré. Parce que ce sont des objets du sacré, sacré, spirituel, mais qui ont également une visée d'administration de la cité politique. Donc pour veiller à ce que dans la société, que les valeurs soient protégées. C'est très important. Et c'est par ce mécanisme justement de recherche que moi personnellement je me suis rendu compte que je suis un descendant de prince et donc je suis un prince et ça du côté maternel. Et je m'en réjouis davantage parce que l'Afrique a été matriarcale. Donc je m'en réjouis d'être un prince, ce qui m'a fait de façon obligatoire avoir une certaine rectitude. Voilà. Il le faut. C'est très important. Frère, nous allons sortir de l'émission avec la renaissance du pouvoir kamite. Alors selon toi, à quoi ressemblera le pouvoir africain de demain lorsque l'Afrique aura retrouvé sa souveraineté spirituelle? Sera-t-il monarchique, collégial ou alors cosmique? Et quel rôle les initiés devront y jouer? Monarchie collégiale et tout, je dirais que le pouvoir sera éclaté dans les institutions. Parce que c'est comme ça le pouvoir négro-africain, il est éclaté dans les institutions. Il faut des institutions fortes, et il faut que le pouvoir soit éclaté dans les institutions. Je vais vous donner un exemple. Dans le royaume Bamenju, mais également surtout dans le royaume Pamon, le roi est jugé par sa communauté. Exactement, ouais. Après chaque 2 ans, on détrône le roi. Il redevient un simple citoyen. Mais en amont, il y a une institution qui a pris le temps de faire du porte-à-porte pour aller vraiment maison par maison, s'enquérir auprès de la communauté. Qu'est-ce que vous reprochez à la gestion du roi? Qu'est-ce que vous reprochez à la gestion du chef? Et tous les citoyens se livrent à cet exercice. Je reproche au chef que depuis il n'y a même pas l'eau. Je reproche au chef que les routes ne passent pas. Je reproche au chef que
on s'est initié, mais il n'y a pas le travail dans les institutions. Il n'y a pas d'emploi. Je reproche ceci, je reproche cela. L'institution recense tout cela. Le chef descend de son trône et on le juge. Au moins, on le fait savoir ce qu'on lui reproche. Et il prend des engagements pour que cela soit corrigé. Et puis, lorsqu'il ne respecte pas cela, si jamais il ne respecte pas, il y a une institution qui est chargée de le frapper. Donc, le but, ce n'est pas forcément monarchie, c'est pas être lui-même le roi ou le chef. On peut également être faiseur de roi. Et là, c'est encore mieux parce qu'on a une domination sur le roi. Donc, on peut donc donner des indications à suivre au roi. On voit la gestion du roi et on sait que lorsqu'il ne le fait pas bien, on a la possibilité de sauver le peuple en mettant le roi hors d'état de nuire. Donc, il faut que le pouvoir soit éclaté dans les institutions. Et ça, il faudra appeler tout le monde. Il faudra appeler les initiés. Il faudra appeler, n'est-ce pas, comme vous avez dit vous-même, les initiés, pour qu'on essaye de voir comment établir, vraiment structurer l'État. Parce qu'aujourd'hui, il faut restructurer l'État. Mais pas seulement nous, même ceux qui ne sont pas forcément initiés, qui font des études en sciences politiques, en sociologie, en anthropologie, en ceci, pour repenser l'État. Pour repenser l'État, mais repenser un État qui sera appuyé sur nos cultures, dont la culture sera le socle. Il faut repenser nos États en appelant tout ce monde-là et veiller à ce que le socle soit nos cultures, parce que dans nos cultures, on a des éléments. Un élément comme celui-là, où le chef, après, dans son mandat, disons n'importe quoi, le roi dans son mandat doit, après, disons chaque 5 ans, descendre pour que le peuple lui dise ce qu'on lui reproche. Descendre pour que le peuple lui donne les orientations qu'il faudrait suivre. Descendre pour que le peuple lui impartit des délais pour suivre certaines orientations. Ça, c'est tiré de nos cultures, c'est pas ailleurs, c'est pas de la démocratie occidentale, c'est de chez nous, parce que nous sommes les premiers de la civilisation. Exactement. Nous sommes les premiers de la civilisation, et c'est nous qui avons organisé le pouvoir politique, c'est nous-mêmes qui avons inventé ce pouvoir du peuple, parce que c'est ça le pouvoir du peuple. Le peuple peut dire au chef ce qu'il veut, et c'est ça aussi la démocratie. La démocratie ne nécessite pas forcément qu'il faut des alternances tout le temps. Maintenant, à la question de l'alternance, c'est des réflexions qui doivent être faites. Parce que je suis dans l'idée, dans une perspective, je me projette dans les États-Unis d'Afrique noire. Alors, c'est pas juste quelques personnes qui vont s'asseoir. Mettons-nous à la réalité, on va appeler les initiés de tous ces pays pour qu'ils s'asseyent. Ceux qui sont spécialistes dans l'organisation des communautés, mais on va également appeler tous les savants, vraiment tous les chacun selon sa compétence. Chacun selon sa compétence pour qu'ils viennent, ils l'apportent et qu'ensemble on établisse ce qui va être l'État et la gestion du pouvoir. C'est ce qui va être fait. Mais effectivement, il faudrait que le pouvoir ici soit compris dans son acceptation négro-africaine, c'est-à-dire le sacré, le palpable, le sacré, le politique, tout ça qui participe d'un seul et même modèle. Merci frère d'être venu, mais toi également tu ne vas pas déroger à la règle, tu vas dire un mot en langue maternelle, je pense bien que c'est le Douala, pour saluer toute la communauté Douala qui nous écoute, toute la communauté camerounaise et même toute la communauté africaine, puisque Kemet Télévision, c'est une chaîne panafricaine, n'est-ce pas, qui appartient à tous les Africains d'ici d'ailleurs. Voilà. Bon, moi je suis plutôt Bankoun. Ah, Bankoun, d'accord. Voilà. Donc les Bankoun, c'est un peu savoir qui se retrouvent dans la région du littoral, mais également dans la région du sud-ouest Cameroun. Alors, dans la région du littoral, ils sont appelés les Abo. Les Abo. On les retrouve dans 2 arrondissements. On les retrouve dans l'arrondissement de Fiko, où ils ont 2 grands cantons avec vraiment d'innombrables villages. Et on les retrouve également dans l'arrondissement de Djombe Penja, où ils ont 3 villages. Donc, notamment le village Djombe Fang, Mbomengwandang et Bonkota. On les retrouve également dans la région du sud-ouest. Là-bas, ils sont appelés les Barombi. Les Barombi, ils sont repartis en 13 villages qui se retrouvent dans 2 départements. Le département de la Mémé et de Djan, tous 2 dans la région du sud-ouest. Donc, c'est de ces communautés que je viens. Je dirais donc Batata, Nibaye, Biba Solabam, mais Timsebi, Ngan, où ils sont. Len Outon, la Saï. C'est la saboué be kuma ni sera et outon la sa et outon la sa nigi c'est saboué be kuma ni sera et la mutata boué kuma te to son bamba mambela ataye to jame
Taïtojam. Bon, maintenant c'est Sobé, Ioudilam. Voilà. Merci infiniment, très d'être venu. Voilà. On se retrouve très prochainement, Alors, toujours très avec le même plaisir. Avec le même plaisir. Exactement. À travers cette belle émission, nous avons exploré les racines véritables du pouvoir en Afrique. Un pouvoir qui, jadis, ne se prenait pas par la ruse ni par la force, mais se recevait comme une notion spirituelle, un devoir cosmique au service du peuple et de la Mahate. Avec le frère Vangenja, nous avons compris que la décadence de nos sociétés modernes ne vient pas seulement des mauvaises politiques, mais surtout de la perte du sens sacré du pouvoir. Car lorsqu'un peuple oublie le trône, lorsque un peuple oublie que le trône est d'abord un autel, alors le chef devient acteur et le royaume devient scène. Frère Vangenja, une fois de plus, reçoit toute ma gratitude pour ton éloquence, ton feu intérieur et la clarté de tes analyses qui traduisent la vigueur d'une jeunesse consciente, enracinée et résolue à restaurer la dignité du continent. Tu nous as rappelé que la véritable renaissance africaine ne sera pas le fait de slogans, mais d'un retour à l'ordre cosmique où le pouvoir politique s'agenouille à nouveau devant le pouvoir spirituel. À vous, chers téléspectateurs, souvenez-vous de cette parole kamite. Celui qui commande selon la Mahat gouverne les cœurs avant de diriger les hommes. Puissions-nous, chacun à notre niveau, restaurer en nous la royauté intérieure, car c'est dans la maîtrise de soi que commence la souveraineté d'un peuple. Ici s'achève votre émission Sagesse et Kamite sur Kemet Télévision, la voie du retour à l'essence et à la grandeur. Je suis Nyamsi Yomba et je vous dis que la lumière des ancêtres éclaire vos pas et que la sagesse Kamite inspire vos lendemains. 3 fois Tep et à très bientôt.